Salut les Nins et bienvenue sur Keza Show. Aujourd'hui, je vous emmène en balade à la Tour d'Elfar, la Tour de Tautavel, sac à dos, and a band. Générique. Nous revoilà donc en balade, et cette fois-ci dans les Corbières, au nord de notre beau département. Plus connue sous le nom de Tour de Tautavel, la Tour d'Elfar fait partie d'un réseau de pas moins d'une vingtaine de tours à signaux, dont les plus connues sont évidemment la Madlock et la Massane dans les Alberts. Plusieurs chemins mènent à la tour, et si le plus traditionnel part du village de Tautavel en suivant un balisage jaune, nous ne le prendrons pas aujourd'hui. Sur Keza Show, vous l'aurez compris, on aime l'originalité. Je choisis donc un départ que je connais parfaitement, par le versant sud de la tour, par Casse-de-Pelle. Le sentier est sans marquage, mais le chemin vraiment évident puisque l'on a la tour en visuel quasiment toute la randonnée. Malheureusement, évitez cette sortie en période de chasse, ça canarde à tout va et le randonneur n'est pas vraiment le bienvenu. À éviter aussi en été ou par journée de forte chaleur, car il n'y a vraiment pas d'ombre et c'est tout de même de la garrigue. La garrigue, néanmoins, méditerranéenne, avec ses odeurs de thym, de romarin. Et oui, ça fait cliché, mais c'est vrai, ça embaume. Le paysage est bien moins lunaire que l'on pourrait le croire, et la nature et la végétation abondent, spécialement en ce début de mois de mai. Occupé et cultivé dès l'Antiquité par la vigne et l'élevage, il ne faut pas oublier que c'est de l'autre côté de la crête que se trouve le berceau de notre homme de Tautavel mondial, moins 450 000 ans papy Tautavel, quand même. Donc même si le lieu a l'air sauvage, on n'est certainement pas les premiers à y mettre les pieds. Le paysage est superbe et ses falaises de calcaire et de schiste rendent le panorama grandiose. D'ailleurs, il faut savoir que le nom de Corbières, Corberes en catalan, était assez générique et nommait des massifs de basse altitude ou des localités. Le nom pourrait également dériver de Roca Curvada, les rochers courbes. Revenons à la tour et à son histoire tout de même. Au Moyen-Âge, les Pyrénées ne sont qu'une frontière provinciale. Le Roussillon est rattaché à Barcelone avec pour véritable frontière le nord de nos Corbières et de l'étang de Sals, dont les moustiques font un rempart d'exception. Au nord, donc, c'est de Narbonne que l'on dépend à cette époque. Le développement rapide et prospère, mais également l'autonomie des comtés du Roussillon rattachés à la couronne d'Aragon en 1180, font des Corbières une frontière lourdement défendue, car, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, à cette époque, le danger vient du nord. Notre Tour d'Elfar, donc, est mentionné dans des textes aux alentours de 1341, mais on fait déjà allusion à une Llosa d'Elfar dès 1130 que l'on pourrait traduire par une dalle ou une plateforme servant déjà à allumer des feux de signalement. Son emplacement ne fait aucun doute sur son rôle de phare. Perchée à presque 500 mètres d'altitude, elle offre une vue à 360 degrés sur toute la plaine du Roussillon, la Méditerranée, le massif du Canigou et vers le nord. Car la tour a bien un rôle de surveillance et de communication avec le reste du réseau par signaux de feu et de fumée. On trouve dans certains écrits que le châtelain et sa famille y habitent. Alors là, pour le coup, fallait du courage. Et il existe également un inventaire de l'armement datant de 1374. Toutes ces défenses et réseaux de signalisation deviennent obsolètes lors de la signature du traité des Pyrénées en 1659, octroyant le comté du Roussillon, mais aussi les pays de Val-Espire, Conflans, Cap-Cyr et Cerdagne à la couronne française. La fin de l'ascension est plutôt physique et raide, et c'est avec une certaine satisfaction que l'on rejoint la crête et la tour sur notre gauche. Une table d'orientation vous donnera une bonne idée du panorama sous vos yeux. La tour en elle-même est vraiment bien conservée, de mon point de vue, et on sent un édifice solide, massif et bâti pour durer. Lorsque l'on grimpe un peu pour pénétrer à l'intérieur, on se rend compte de l'épaisseur des murs. Faites très attention au puits central, il est très profond. Je suppose que c'était soit un puits à neige rempli de glace en hiver, soit un lieu de conservation pour les viandes séchées. Lorsque l'on lève un peu la tête, on se rend compte immédiatement que le plafond est en voûte, détail insoupçonnable de l'extérieur. On aperçoit également diverses ouvertures dans les murs à différentes hauteurs.
on peut raisonnablement penser qu'il y avait 5 niveaux. Le puits, le rez-de-chaussée, 2 étages dans la tour et enfin le toit d'où les feux devaient être allumés. Je vous conseille donc un départ aux alentours de 10 heures pour grimper en profitant des paysages et arriver à la tour pour déjeuner et vous y abriter en cas de météo capricieuse. Pensez à prendre assez d'eau, d'avoir aux pieds de bonnes chaussures, mais aussi de redescendre vos déchets et, si vous y montez avec votre chien, de le garder bien en laisse. Et bien voilà les Nins, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre soutien. La chaîne avoisine les 6000 vues et presque 100 abonnés. Merci, merci, merci. Et comme d'habitude, vous prenez bien soin de vous. À la prochaine. Fin Sayat!